Bienvenue à Micro-Info. Cette semaine, nous vous présentons les produits qui se sont mérités le CD-ROM d'or au marché international du multimédia. Aussi, nous allons parler de ce qu'est Intranet et nous vous présentons une entrevue avec la GRC sur le piratage informatique, en plus de vous présenter nos chroniques régulières. Au marché international du multimédia, il y avait effectivement beaucoup de logiciels. On est en compagnie d'Isabelle Marazzani de Periodica. Bonjour. Bonjour. Vos logiciels ont gagné des prix. Quels sont ces logiciels? Ce sont des CD-ROM. 3 CD-ROM. Le premier dans la catégorie art et culture. On a gagné avec Promenade en musique. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce CD-ROM? C'est un CD-ROM sur la musique de chambre. Alors, on retrouve des partitions, on retrouve évidemment des morceaux de musique. On trouve des animations. Il y a un peu un jeu éducatif. Et en même temps, c'est un peu un documentaire sur la musique de chambre. Et aussi un logiciel qui s'appelle Magritte. Qu'est-ce que c'est? Ben oui, Magritte, c'est le CD-ROM de l'artiste, du peintre Magritte. C'est un CD-ROM qui couvre son œuvre. Il y a des portions vidéo, des portions photos, des portions animation. C'est un CD-ROM assez complet. C'est très multimédia, là. Et le dernier CD-ROM qui a gagné un prix, c'était dans la série de Discovery? Oui, c'est un CD-ROM qui a gagné dans la catégorie loisirs, tourisme et sport. C'est un CD-ROM qui s'appelle Voyage sur le Nil, qui fait le tour finalement du Nil. C'est un peu une vision un petit peu anthropologique, documentaire en même temps, mais il y a toutes sortes d'activités, des jeux. On peut se balader sur le Nil dans une espèce de petit bateau. On peut prendre des photos de certaines portions qu'on a appréciées. C'est assez complet aussi. Le logiciel Periodica, vous avez beaucoup de logiciels, surtout en français. Ça fait combien de temps que vous existez? Periodica a 50 ans cette année. Periodica était au départ une agence d'abonnement, tranquillement développée d'abord avec la distribution vidéo, ensuite avec la distribution CD-ROM. Merci, Mme Marazzani. Ça me fait plaisir. Je suis maintenant avec Isabelle Lachange de Québec Ordile qui ont gagné aussi des CD-ROM d'or dans le cadre du marché international du multimédia. Bonjour Isabelle. Bonjour. Quels sont les prix que Québec Ordile a gagnés? En fait, en tant que distributeur, nous avions soumis plusieurs logiciels faits par nos éditeurs. On a eu 13 nominations, donc 13 titres qui se sont rendus en finale. Et là-dessus, il y en a 4 qui ont gagné des prix dans leur section respective, dont un qui a gagné le meilleur prix innovation, donc toute catégorie. Et quel est ce logiciel? C'est le logiciel Hyperpage qui est produit par la firme LMsoft. Donc, c'est un titre de publication Internet, entre autres. Il y a aussi le dictionnaire visuel, si je ne me trompe pas. Le dictionnaire visuel, qui est une nouveauté de Québec-Amérique, donc l'équivalent CD-ROM, si on veut, du titre sur papier, du visuel de même type. Quels sont les deux autres logiciels qui se sont mérités des prix? Il y a eu Comment ça marche de Edusoft, qui est un classique maintenant, et il y a aussi le logiciel Orsay, qui nous parle du fameux musée, évidemment, très, très, très bien fait par Arborescence. Québec Ordile, vous avez aussi beaucoup d'autres produits en français. Vous êtes probablement un des plus gros importateurs et exportateurs là, de jeux français. Vous nommez aussi des jeux actuellement ou des logiciels qui sont assez populaires? Oui, on vient tout juste de recevoir la collection Comic Book Artist, qui sont des titres qui permettent aux enfants de faire des bandes dessinées avec plusieurs des personnages qu'ils connaissent déjà, comme les Schtroumpfs, Astérix, Lucky Luke, etc. Alors, des titres de nouveautés comme ceux-là. Des titres aussi au niveau de la culture, alors sur les grands musées d'Europe, sur Léonard de Vinci, sur la Chapelle Sixtine, des titres qui sont magnifiques avec des images superbes, c'est comme si on y était. Merci Isabelle. Merci. Bonjour Ghislain. Bonjour. Aujourd'hui, on va répondre à nos téléspectateurs qui nous avaient demandé via le courrier électronique comment gérer nos signets dans Netscape. C'est quoi un signet? Un signet, c'est tout simplement la possibilité, en fait, de demander à Netscape de retenir une de nos pages favorites afin qu'on n'ait pas à retaper l'adresse complète, qu'on ait juste à l'utiliser à l'intérieur de notre menu Bookmark. De quelle façon, normalement, on ajoute un signet? Alors, lorsqu'on veut ajouter un signet, première chose à faire, c'est d'accéder à notre page favorite. Par la suite, à l'intérieur du menu Bookmark, on a une commande qui s'appelle Add Bookmark et automatiquement, Netscape garde en mémoire l'adresse. Comment on fait pour organiser tous ces signets-là? Parce que souvent, on se ramasse avec 200-300 signets. C'est ça. Alors,
le désavantage de tout ça, c'est que notre menu Bookmark devient très chargé. Si on a une version 2 de Netscape, dans le menu Bookmark, j'aurai une commande qui s'appelle Go to Bookmark. J'ai aussi dans le menu Windows, par contre, la version de Netscape 3 qui, elle, contient une commande qui s'appelle Bookmark, qui amène exactement là, la même fenêtre. On est dans la fenêtre de Bookmark présentement. On peut créer des dossiers pour organiser notre information. Comment on procède? OK. La première chose à montrer, François, c'est que les dossiers sont représentés par des petites chemises jaunes. Et juste à gauche de ça, je vais retrouver un symbole plus ou moins. Alors, si on regarde dans la portion ici, micro-info, j'ai un symbole moins puisque mon dossier est ouvert. Si je clique sur le moins, j'ai un plus qui apparaît, donc je ferme mon dossier. Lorsque je veux créer un dossier, ce que j'ai à faire, c'est de choisir l'endroit dans lequel je veux le créer. Par exemple, si je choisis mon dossier principal, que je m'en vais dans le menu Item et que je fais Insert Folder, alors j'ai une fenêtre qui apparaît dans laquelle tout ce que j'ai à faire, c'est d'écrire un nom. Donc, Ghislain, je clique sur OK et automatiquement, j'ai un dossier, un folder qui est créé directement dans le dossier principal. Est-ce qu'on peut insérer un dossier à l'intérieur d'un dossier? Oui, c'est tout à fait possible. Tout ce que j'ai à faire, c'est qu'au lieu de choisir le dossier principal, je choisis le dossier dans lequel je veux placer un dossier. Par exemple, si je choisis le dossier Ghislain, je fais Item, Insert Folder, c'est le même principe. J'aurai un nouveau, je dis OK, et automatiquement, j'ai un dossier dans un dossier sans aucun problème. Est-ce qu'on peut changer aussi les noms, je suppose, de ces dossiers-là? Oui, dans le menu Item, après avoir sélectionné là, que ce soit un dossier ou un signet, j'ai la possibilité d'aller dans Item et de faire Properties pour avoir les propriétés et pouvoir changer les noms. On peut aussi déplacer un signet d'un dossier à l'autre. Oui, c'est ce qui est avantageux, c'est que lorsque je vois un signet, par exemple, je peux prendre le signet et tout simplement le faire glisser dans un autre dossier, le relâcher le bouton de la souris et automatiquement, j'ai mon signet qui prend place sans problème. Puis pour effacer un signet, comment on procède? Tout ce que j'ai à faire, c'est de le sélectionner, que ce soit un signet ou un dossier. Je le sélectionne, j'appuie sur la touche Delete. Et ce qui est important de comprendre, c'est que si j'efface ou je supprime un dossier, tout ce qui est en dessous, sous dossier et signet, sera supprimé aussi. Peux-tu montrer le résultat? Certainement. Si je ferme la fenêtre ici, dans mon menu Bookmark, j'ai donc un dossier Ghislain avec un dossier GIS et mon signet Carrefour sur lequel j'aurais juste à cliquer pour accéder à ma page web. Est-ce que je peux utiliser plus qu'un fichier de signet? Parce que souvent, j'en ai un ici pour Micro-Info. Si je voulais en avoir un autre, on peut tout le faire? Oui, c'est avantageux, surtout si ça arrive souvent au bureau ou à la maison, on est plusieurs utilisateurs et on veut conserver nos propres signets. Alors, lorsque je m'en vais dans la gestion des signets dans mon menu File, j'ai la possibilité de faire un Save As, donc de créer un nouveau fichier de signet à partir de celui-là, de le modifier, et lorsque je veux l'ouvrir, l'utiliser, je choisis le menu Open, et tout ce que j'ai à faire, j'en prends un autre ici qui s'appelle Atout, et j'ai un autre fichier de signet disponible. Bon, bien, Ghislain, on te remercie. Ça fait plaisir. On se revoit la semaine prochaine. On fait la guerre avec Yves dans quelques instants. Bonjour Yves. Bonjour. Aujourd'hui, on parle d'un jeu un peu plus stratégique. Oui, effectivement. On parle du jeu qui s'appelle American Civil War par la compagnie Interactive Magic. C'est un jeu de stratégie militaire basé sur la guerre civile américaine qui s'est déroulée entre 1861 et 1865. C'est un jeu en tant que tel qui offre le défi de combattre à nouveau la guerre la plus destructrice de l'histoire américaine. Les gens qui aiment les jeux militaires, d'habitude, aiment qu'on soit capable de paramétrer le jeu. Est-ce qu'on peut le faire? Oui, dans ce jeu-là, en tant que tel, je dirais le jeu peut être configuré avec différentes options de victoire sur les plans politiques et militaires. Ce que ça permet de faire, ça permet de faire face à des défis stratégiques, économiques et politiques entièrement différents à chaque partie. Il faut alors assembler des troupes différemment, sélectionner des commandants plus agressifs ou changer l'ordre de marche des soldats afin de triompher sur le champ de bataille. On peut également tester nos stratégies contre des adversaires légendaires là, qui sont inclus dans le jeu également. Le jeu vient avec 2 CD-ROM, mais aussi 2 applications très différentes. C'est ça. Il y a 2 CD. Le premier, en tant que tel, constitue un outil de référence multimédia sur la guerre civile américaine. Qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend une narration de plus de 175 000 mots
des cartes géographiques, des photos couleurs, des biographies des personnages légendaires de cette époque-là. Il contient un livre de chansons interactifs. C'est des chansons qui étaient populaires à ce moment-là. Il y a même les paroles de ces chansons-là qui sont disponibles. Puis il y a des séquences vidéo aussi qui reconstituent certaines batailles. Le deuxième CD en lui-même, c'est le jeu lui-même, Civil War. Le jeu en tant que tel, on peut jouer la guerre civile en entier, soit des premiers coups de feu qui ont été donnés à Sumter jusqu'à l'abandon final à Appomattox. On peut également entrer dans la guerre au printemps de 1862 ou 1863. On commande les forces de l'Union ou celles des Confédérés à travers la nation en entier. On recrute nous-mêmes nos propres divisions, nos corps, nos armées, auxquelles on assigne un général pour les commander. Puis on retrouve des effets sonores assez intéressants, puis des musiques de l'époque. On peut même écouter en tant que tel le CD, le prendre puis l'écouter sur un lecteur CD standard de musique. Maintenant, on va parler d'un jeu qui met en scène Napoléon. Oui, il s'agit du jeu Battleground Waterloo. C'est un jeu de stratégie militaire également, qui nous ramène, lui, au temps du 18 juin 1815. À ce moment-là, les armées alliées, sous le commandement du duc de Wellington d'Angleterre et du maréchal Blucher de l'armée prusse, ils n'ont pas pu arrêter Napoléon 2 jours plus tôt aux batailles de Ligny et de Quatre-Bras. Le duc, à ce moment-là, a décidé de tenter une dernière attaque contre Napoléon à Waterloo. À ce moment-là, on contrôle la grande armée de Napoléon, puis toutes nos décisions vont décider du sort de l'Europe en entier. C'est quoi le défi dans ce jeu? Bon, le grand défi en tant que tel, c'est de tenter de renverser la défaite de Napoléon aux mains des Alliés, évidemment en une glorieuse victoire. On peut également jouer les forces alliées puis tenter de conserver cette victoire-là. Dans les jeux militaires, la série Battleground est assez populaire. Waterloo, c'est quel épisode? Ça se trouve être le 3e épisode de la série Battleground qui s'est vu décerner, soit dit en passant, plusieurs prix dans le passé. Cette série-là, en tant que telle, c'est une série de jeux qui sont simples à apprendre, mais qui sont un petit peu plus difficiles à maîtriser de par leur profondeur. Puis le système graphique BattleView 3D, lui, permet de zoomer jusqu'au combat individuel, puis avoir une bonne vue avoir une vue d'ensemble assez large là, du territoire. C'est aussi un jeu multijoueur? Oui, on peut jouer à 2 joueurs par modem. Et ce jeu-là offre une option qui est assez rare dans le marché. Il offre de jouer également à 2 joueurs, mais par email. À ce moment-là, c'est chacun son tour. On s'envoie notre partie sauvegardée par email, puis on continue plus tard. Il y a des très bons effets sonores, des belles musiques d'accompagnement. C'est un jeu qui est également riche en contenu historique. La bataille de Waterloo, c'est un classique? Oui. Mais on a aussi des jeux d'arcade classiques. Oui, on a aussi des jeux d'arcade classiques. On a cette semaine Williams Arcade Classic par la compagnie Williams. Je ne sais pas si tu te souviens, on en a déjà parlé, mais on en reparle aujourd'hui parce qu'ils ont sorti une version non pas seulement DOS comme auparavant, mais également Windows 3.1 et Windows 95 avec interface améliorée. Qu'est-ce que c'est Williams Arcade Classic? C'est 6 jeux d'arcade qui est très populaires dans une seule boîte. Ce sont en tant que tel les ROM qu'il y avait dans les jeux d'arcade qui ont été mis sur le CD, puis un émulateur qui nous permet de jouer les jeux originaux en entier. C'est des classiques en tant que tels qui sont vieux d'une dizaine d'années. De Robotron à Defender en passant par Jaws. C'est ça. Yves, on te remercie. On se revoit la semaine prochaine. On connaît tous Internet, mais Intranet, qu'est-ce que c'est? On voit ça au retour. Je suis avec Patrick Turcotte de CGI qui va nous expliquer qu'est-ce que c'est Intranet. Bonjour Patrick. Salut François. L'intranet, on en entend parler de plus en plus. Qu'est-ce que c'est? Grosso modo, c'est un terme qui est nouveau pour un principe qui est pas excessivement récent. L'idée de base, c'est l'utilisation des outils et des technologies qui ont été développées dans les dernières années pour la communication à grande échelle sur l'Internet. Ces outils-là, on les applique à plus petite échelle à l'intérieur d'une entreprise pour toujours assurer la communication entre les divers éléments, les diverses personnes, divers employés, diverses structures de la compagnie, afin d'assurer la communication à l'intérieur de l'entreprise. Donc, dans les grandes lignes, c'est l'utilisation des technologies de l'Internet à l'intérieur d'un plus petit réseau privé ou semi-privé
c'est sur l'Intranet essentiellement. Les différences plus complexes là, entre l'Internet et l'Intranet, on parle, c'est un réseau fermé, c'est pour les entreprises, donc le commun des mortels, Internet, c'est pas pour lui. Non. Commun des mortels. Commun des mortels en sens d'individu, non. L'intranet n'est pas particulièrement utile pour lui. L'Internet sert, bon d'accord, il y a des entreprises, mais il y a tout organisme, toute structure qui implique plusieurs personnes et qui donc implique communication entre ces individus-là peut profiter à ce moment-là d'un intranet. Comme c'est une solution qui est généralement très peu coûteuse à implanter, assez simple à entretenir aussi, ça en fait une ressource que à peu près toute organisation devrait considérer éventuellement, surtout si elle a déjà un réseau informatique d'implanter. Okay. L'utilité que ça permet à une même entreprise d'avoir, par exemple, son catalogue qui peut être consulté avec tous les employés, mais il y a plus que ça. Ah oui, c'est... À l'heure actuelle, il existe des outils similaires, des outils qu'on appelle du groupware ou du collectiel. L'exemple proéminent à ce niveau-là, c'est le logiciel Lotus Notes, dont la seule fonction est d'assurer l'échange d'informations, l'échange de courriers, de messages, la mise en commun de ressources, etc. à l'intérieur d'une entreprise. Donc, ça va bien au-delà, évidemment, de la mise en commun de dossiers ou de choses comme ça. On peut retrouver toutes sortes de choses. Il y a des services de messagerie, des services d'information, diffusion de... Par exemple, à l'intérieur d'une entreprise, si la structure administrative désire informer tous les employés de telle ou telle décision, de telle nouvelle mesure, envoyer un mémo, par exemple, à ce niveau-là, l'intranet peut très bien servir à ça. Dans le fond, il n'y a rien de bien différent entre envoyer un courrier électronique sur Internet et diffuser un message à tous les employés sur l'intranet. Le principe, les outils, la structure au niveau informatique demeurent strictement les mêmes. Donc, ça peut être utilisé pour travailler à la maison? Oui, dans la mesure évidemment où les employés ou les membres de l'organisation ont la possibilité de se connecter à partir de la maison. Mais effectivement, à ce niveau-là, comme il y a énormément d'outils, énormément de technologies Internet qui a été appliquée à la connexion à partir de la maison, tout ça se transfère directement sur l'intranet sans le moindre problème. C'est qui a développé le concept de l'intranet? Je dirais que c'est un concept qui est né assez naturellement. Le besoin est là. Toute entreprise a besoin de communiquer, a besoin de mettre des ressources en commun, d'échanger de l'information, etc. C'est la preuve en est que, par exemple, des logiciels comme Lotus Notes sont devenus extrêmement populaires, extrêmement répandus peu de temps après leur apparition. Mais l'idée d'utiliser les outils Internet au niveau local, au niveau de la structure interne d'une entreprise, c'est presque une idée qui venait naturellement, ça découlait presque naturellement de l'Internet. Les défauts de l'Internet au niveau d'une entreprise, c'est que c'était énorme. Quand une entreprise désirait vraiment en faire l'application pour des informations à diffuser seulement à l'intérieur de sa structure, c'était pas exactement pratique, entre autres parce que l'Internet c'est gros, c'est sur des grosses zones, il y a des problèmes de sécurité, etc. Tandis que au niveau vraiment interne, au niveau des besoins strictement internes, il était comme naturel de se faire un genre de mini-Internet, mais seulement pour soi. Au Québec, est-ce qu'Intranet est implanté? Oui, aux États-Unis, évidemment, vu que c'est toujours là que tout commence, c'est extrêmement répandu à l'heure actuelle. Dans les 1000 entreprises les plus grosses aux États-Unis, je crois qu'il y a quelque chose comme 22% des entreprises qui ont déjà un intranet. À l'intérieur de notre province, il y a déjà des organismes gouvernementaux comme la Régie des rentes du Québec, la CSST, qui ont implanté des intranets. Il y a aussi des compagnies comme Softimage qui en ont implanté. Nous-mêmes, ici à Québec, chez CGI, on en a implanté un. À l'heure actuelle, à quoi il nous sert? Il nous sert à la diffusion d'informations, de renseignements destinés aux employés. Ça, c'est l'aspect plus administratif. Mais au niveau vraiment du travail, on a des ressources aussi. On a, par exemple, très bientôt, on va avoir les CV de tous les employés de CGI implantés sur notre intranet, de manière à pouvoir faire des recherches de ressources appropriées sur tel ou tel mandat. De la même manière aussi, on va avoir le résumé de nos dossiers, des mandats sur lesquels on travaille, de manière à savoir, par exemple, je frappe un problème dans le mandat sur lequel je travaille actuellement. Est-ce qu'il y a des ressources déjà dans notre compagnie auxquelles on pourrait faire appel? Tout
sortes d'informations comme ça. C'est donc une économie de temps parce qu'Internet nous fait perdre beaucoup de temps? De temps, oui, et d'argent aussi, parce que les outils sont généralement très peu coûteux ou carrément gratuits. Bien, Patrick, je te remercie. Ça fait plaisir. On parle de piratage informatique dans quelques instants. Je suis présentement avec Robert Castonguay, enquêteur à la GRC. Bonjour, M. Castonguay. Bonjour. Il y a un département de crime informatique à la GRC. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui. La GRC, depuis plusieurs années, je crois que c'est au-delà de 10 années, lorsqu'il faisait des enquêtes au niveau des infractions commerciales, des fraudes, des faillites, réalisait que de plus en plus, les ordinateurs étaient impliqués dans ces genres d'activités-là. Donc, à l'intérieur de son secteur d'enquête de fraude économique et de faillite, a créé des positions de support informatique, d'enquêteurs crime informatique. Dans un premier temps, pour offrir un support aux enquêteurs lors de perquisitions, et par la suite, s'est greffé à cette position-là des responsabilités d'enquête de nature crime informatique. Et lorsqu'on parle crime informatique, on touche principalement les articles précis du Code criminel pour le méfait de données, l'utilisation non autorisée d'ordinateurs. Ça, c'est la loi 42? C'est l'article 342 du Code criminel. OK. Et subséquemment à ça, la section des enquêtes des lois fédérales. Donc, il existe une panoplie de lois canadiennes, Code criminel, Code de sécurité routière, etc. Et tous les statuts fédéraux sont enquêtés par la GRC. La section des enquêtes des lois fédérales met en application la loi sur les droits d'auteur. Au début, plusieurs années passées, la loi des droits d'auteur touchait principalement le piratage des cassettes vidéo. Donc, il y avait des enquêtes de cette nature-là, de saisie de cassettes vidéo. Avec l'avenue de l'ère informatique et l'avancement de la technologie informatique, maintenant, la loi sur les droits d'auteur, les infractions de cette nature-là, les enquêtes, touchent de beaucoup plus les infractions du point de vue informatique. Donc, à l'intérieur de la section d'exécution des lois fédérales, on crée des positions d'enquêteurs informatiques pour l'application de la loi sur les droits d'auteur, mais aspect informatique. Il y a 2 semaines, vous avez fait effectuer une perquisition, le 27 juin, et les crimes, actuellement, c'est quoi les sentences et qu'est-ce qui peut arriver avec ces perquisitions-là? Les sentences, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Lorsqu'un juge va rendre une sentence, ça va dépendre de l'ampleur de la cause, l'ampleur de l'infraction, ça va dépendre du volume, ça va dépendre de l'individu, du procès judiciaire de l'individu, tout ça. Pour revenir au 27 juin, c'est en tout 8 perquisitions que nous avons effectuées cette journée-là et nous avons saisi du matériel informatique qui était utilisé dans un fin illégal. Alors, la loi prévoit des amendes par procédure sommaire de 25 000 ou 6 mois de prison. Si on procède par mise en accusation, pour les cas plus graves, prévoit des amendes d'1 million de dollars pour 5 ans de prison. C'est quoi qui fait qu'on peut se faire arrêter? Est-ce qu'il faut être en possession de matériel piratage? Est-ce qu'il faut en vendre? C'est quoi, là? La loi sur les droits d'auteur vise principalement la vente illégale de logiciels. Donc, on parle de vente, couvre aussi offrir à vendre, mettre en circulation des copies piratées de logiciels. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de faire, peut être en train de se préparer à le faire, peut l'avoir déjà fait dans le passé, mais est en train de mettre en circulation des copies légales de logiciels commerciaux. Est-ce qu'Internet vous pose une nouvelle problématique? Définitivement. Et puis, comment vous réagissez, là? Parce que sur Internet, par exemple, quelqu'un a un site web où il diffuse volontairement un virus informatique et il a contaminé mon ordinateur. Est-ce qu'il y a un recours pour moi? Oui et non. Si quelqu'un va dans votre système informatique, pénètre dans votre système informatique et implante un virus là, oui, là, il peut avoir matière. On parle de méfait de données. De quelqu'un tenté de détruire les données sur votre ordinateur, il y a des articles du Code criminel qui causent ça, il pourrait y avoir l'enquête. Mais lorsque c'est un site web, vous êtes volontairement allé chercher un fichier de votre plein gré, et dans le milieu informatique, connaissant comment les réseaux fonctionnent, il faut s'attendre à ce qu'il y a des virus avec les choses, il faut prendre certaines mesures de précaution en passant des logiciels, des détecteurs de virus pour éliminer ça. La cause serait plus difficile à prouver. Ça dépendrait du cas, il faudrait peut-être l'étudier, mais prime abord, là, non, je ne croirais pas qu'il y aurait matière infraction, accusation dans un dossier comme ça. Okay. On sait que vous faites beaucoup de perquisitions, on a entendu plusieurs affaires dans les dernières années, mais est-ce qu'il y a des condamnations? Oui, définitivement. Les amendes peuvent varier de 1 000 à 3 000 par chef d'accusation, confiscation de l'équipement informatique. Est-ce que ça va jusqu'à la prison?
Non, moi j'en ai pas vu, là. J'ai pas entendu parler de jurisprudence à ce niveau-là. Ça s'est principalement limité à des amendes pour les individus. La prison étant quand même envisagée dans les cas plus graves où il y a récidive, lorsque il n'y a pas les gens, des antécédents, etc. Puis dans ce domaine-là, quelle est votre juridiction au Canada au complet? Oui, c'est une loi fédérale, la loi sur les droits d'auteur. Donc, tout membre de la GRC Canada du Canada peut mettre en application cette loi-là, au Québec comme ailleurs. De quelle façon cessez-vous les équipements informatiques? Ça va dépendre de la nature de l'infraction. Lorsqu'on porte assistance à d'autres secteurs d'enquête qui font des enquêtes en nature de fraude, des faillites, lorsqu'on rentre dans un commerce, saisir physiquement l'équipement informatique qui est utilisé à prime abord dans des activités légales, donc l'exploitation des commerces, qui peut-être commet des infractions encore, on ne saisira pas physiquement l'ordinateur, parce qu'on pourrait mettre en cause la survie même du commerce de la compagnie. Donc, ça serait porter un préjudice à la compagnie et on pourrait s'ouvrir des poursuites au civil aussi, compréhensible. Donc, dans des cas comme ça, on ne fait que saisir les données. Donc, les données qui nous reviennent en enquête, on a des méthodes, des techniques, on a de l'équipement d'entreposage de masse, on saisit seulement que les données avec les mandats spécifiques et on repart avec les données, on peut remonter, reconstruire le système informatique à partir de nos ordinateurs, de nos bureaux et aller récupérer les éléments de preuve que les enquêteurs recherchent. L'autre volet, lorsque l'équipement informatique est utilisé 100% pour des activités illégales, carrément, on saisit l'équipement informatique. Et c'est simple, on ferme de façon sécuritaire l'ordinateur et par la suite, on débranche et on emporte tout. Mais justement, en terminant, quand vous saisissez des équipements comme dans la dernière perquisition, c'est la couronne qui entrepose ça, mais est-ce que c'est l'équipement qui reste là à vitam aeternam? C'est la GRC qui est gardien légal des exhibits jusque la cause vienne devant les tribunaux. Alors, c'est entreposé dans nos coffres sécuritaires et puis on entrepose ça tant et aussi longtemps que la cause n'est pas allée devant les tribunaux. Si ça prend 6 mois avant d'aller devant les tribunaux, c'est 6 mois, c'est 1 an, c'est 3 ans. Un coup la cause finie, il y aura un jugement rendu devant le juge et possiblement le juge va statuer quant à ce qui se passe avec les items. Ils peuvent être remis à la personne de qui on les a saisis et ils peuvent être confisqués de façon permanente au profit ou au nom de la couronne du gouvernement canadien, de la GRC. Des fois, on les remet à des commissions scolaires. Des fois, c'est vendu en encan aussi. Oui, lorsque c'est remis au produit de la couronne. Je vous remercie, M. Castonguay. Ça m'a fait plaisir. C'est déjà tout pour Micro-Info. Je vous rappelle que l'émission est en première diffusion le vendredi à 20h, en reprise toute la semaine. Notre prochaine émission en direct d'1 heure aura lieu le 26 juillet. Préparez vos questions. Notre répondeur téléphonique est toujours en fonction au 666-3484. À la semaine prochaine.